Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode du podcast d'Into the Sea, le podcast qui vous apporte un regard pragmatique sur les sujets de votre développement personnel pour chaque domaine de votre vie. Vous avez été nombreux à me demander de traiter dans ce premier épisode de nos relations, un sujet dans lequel notre complexité fait que nos interactions décideront de notre épanouissement dans nos rapports et de l'orientation qu'ils prendront. Je vais développer dans cet épisode les facteurs dysfonctionnels qui peuvent porter préjudice à la qualité de nos relations et les moyens de se recentrer sur ce qui serait plus bénéfique pour nous. Pour commencer, on a tous un certain degré de conditionnement social qui peut nous pousser à choisir nos partenaires ou nos amis sur la base de certains critères qui se rattachent à ce qu'ils ont, ce qu'ils font ou d'où ils viennent. Et s'ils cochent un certain nombre de cases, alors ils seraient potentiellement un bon choix pour nous. Ce qu'on néglige dans cette approche, c'est qu'une bonne entente entre deux personnes se fait avant tout sur un degré de compatibilité de nos personnalités, de notre capacité à être engagé dans notre relation et à être honnête. Et c'est principalement de ce type de rapport dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Ceux dans lesquels on est disposé à faire confiance. La confiance est la devise de base dans nos rapports. Et dire à quelqu'un «je te fais confiance» veut dire que je n'ai pas besoin de me poser de questions pour arriver à faire correspondre ce que tu me dis avec ta façon de te comporter. Mais ce que ça veut dire également, c'est que j'ai émis un certain nombre d'hypothèses et de conjectures à ton sujet pour lesquelles j'ai un certain degré de certitude, et que si tu sors de ce cadre dans lequel j'ai défini ce que tu étais, alors je ne vais pas l'accepter. Mais il arrive souvent que les idées qu'on se fait au sujet des autres soient erronées, parce que ces personnes nous plaisent peut-être, ou qu'on se sent bien au début dans nos interactions, et donc on se constitue des idées arrêtées et des attentes qu'on n'a pas le temps de mettre à l'épreuve en observant vraiment la personne ou de discuter en profondeur. Parce que si je crois savoir qui tu es, mais qu'au fond je ne sais pas vraiment, alors j'ai écarté toutes les possibilités de ce que tu pourrais me faire, y compris ce qui pourrait me nuire. Et les conséquences de certaines déceptions peuvent soit constituer une leçon, parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas avec la personne qu'on avait idéalisée, et que le temps a fini par révéler ce qu'on se refusait de voir, mais qu'on prêtera finalement plus d'attention les fois d'après. Ou alors, elles peuvent être complètement destructrices pour les personnes qui se font trahir, par exemple. Parce que quand ça arrive, ça veut dire que toute histoire que je me racontais au sujet de ce que tu es, de la nature de notre relation, de notre passé et du futur que j'envisageais n'était qu'un nuage de fumée. C'est destructeur pour l'estime personnelle de ceux qui subissent ça. Et pour se protéger, ils auront énormément de mal à faire confiance à nouveau. Mais au fond, ce en quoi ils ne croient plus, c'est en eux-mêmes et en leur capacité à faire preuve de discernement parce qu'on a abusé d'eux. C'est pour ça que le premier pilier de toute relation qui se respecte sera notre capacité à énoncer la vérité. Au fond, on se trahit soi-même si on n'y arrive pas. Et il y a deux raisons qui feraient qu'on va compromettre ce qu'on sait être vrai. Soit parce que je veux préserver mon image auprès de toi, te plaire et correspondre à ce que je pense que tu attends de moi pour être apprécié. Peut-être par intérêt, ou tout simplement parce que ça me fait du bien de plaire au détriment de mon intégrité. Soit parce que j'ai envie de gérer ta réaction, parce que j'ai peur de la façon avec laquelle tu te comporterais si j'étais authentique. Au final, compromettre la vérité, ça revient à essayer de courber la réalité pour qu'elle corresponde à ce que l'on veut sur le moment. Donc c'est un petit peu égoïste. Mais on finit d'une manière ou d'une autre par être rattrapé par nos manquements. Donc une relation de confiance se construit d'abord sur un socle de vérité qui nous permet de développer certaines attentes à l'égard des gens avec qui on traite, qui peuvent être saines, et qui feront par exemple que on n'aura pas à se soucier de certains comportements qui pourraient nous déshonorer par exemple. Mais au-delà de ces attentes qui peuvent être légitimes, on traîne avec nous un bagage d'idées internalisées et d'attentes irrationnelles qu'on s'est constitué avec le temps, avec notre éducation, et qui feront que pour un même scénario, deux personnes réagiront de façon différente. Un petit exemple anodin serait que certains vont être frustrés parce que quelqu'un ne leur a pas écrit dans les 5 minutes qui ont suivi leur message ou leur interaction, et d'autres penseront simplement que la personne est occupée, qu'elle a ses raisons de prendre son temps et vont lui faire confiance. Donc, nos attentes sont en quelque sorte du ressentiment prémédité, parce que chaque fois que la personne dévie de ce qu'on espère, ça provoque un flux d'émotions négatives pour lequel on va tenir l'autre pour responsable. Et les raisons qu'on se trouve vont finir par justifier certains comportements déplacés de notre part, où on s'emporte, on se met en colère, on critique, et ainsi de suite. Une de ces attentes qui est vraiment préjudiciable à nos relations, c'est tu vas être responsable de mon bonheur. Et c'est ce qu'on peut développer quand on a été gâté étant jeune et qu'on s'attend toujours à ce que quelqu'un d'autre prenne soin de nous. Mais une fois adulte, cette attente va avoir de nombreuses répercussions qui vont vraiment nous causer du tort, individuellement et dans nos relations. Individuellement parce que ça veut dire qu'on aura
externaliser notre bien-être et qu'on n'a pas une autonomie émotionnelle suffisante pour se sentir bien par nous-mêmes. Mais ce que ça implique dans nos relations, c'est qu'on attend que la personne en face de nous va se conformer exactement à ce qu'on veut, que tous nos besoins doivent passer avant ceux de notre partenaire, qu'il devra sacrifier le temps qu'il veut prendre pour ses centres d'intérêt, ses amis, sa famille, et pour toutes les autres considérations qu'il peut avoir, pour devenir à la place son centre d'attention. Et ce qui est recherché, c'est une relation de subordination. Parce que les personnes qui adoptent ces attentes ont besoin d'être dans le contrôle. Et vu qu'elles ont externalisé leur bien-être et le font dépendre de ce qu'elles pourraient obtenir, alors elles seront structurellement insatisfaites par ce qu'elles obtiendront et ne sauront pas vous accepter tel que vous êtes. Parce que ce que vous êtes ne sera jamais assez pour leur convenir. Elles peuvent potentiellement rentrer dans une logique de culpabilisation qui voudrait que si tu m'apprécies, alors tu vas t'aligner sur ce que je veux pour me rendre heureux. Et prendre ainsi votre relation et vos sentiments en otage pour que vous fassiez certaines choses sous la contrainte. Mais ça, on y reviendra lorsqu'on parlera des relations qui peuvent prendre une orientation qu'on pourrait qualifier de toxique. Mis à part ceux qui ont un besoin de contrôle pour qu'on les rende heureux, on peut également citer ceux qui ont externalisé leur amour-propre cette fois-ci, et leur estime personnelle, et qui, dans leurs attentes, ont absolument besoin d'être appréciés pour se sentir bien et dignes d'intérêt, et que vous connaissez peut-être sous le nom de people pleasers, ceux qui ne savent pas dire non ou mettre de limites avec les autres. Quand je suis dans cette optique, j'ai une tendance à attendre que les choses soient lisses, qu'on me témoigne de l'affection, et ça implique que je vais faire des efforts pour faire plaisir à la personne, pour me sentir validé, pour éviter les situations conflictuelles, pour ne pas me sentir rejeté, et éviter les moments également que je pourrais trouver désagréables. Ce que ça entend, c'est que je fais certaines choses pour toi, je te témoigne de la gentillesse, non pas parce que je t'apprécie, mais parce que je fais du commerce de mon affection, et j'attends ta validation en retour parce qu'elle me fait du bien. Donc je ne m'investis plus dans ma relation par choix, mais par intérêt. Et vu que j'ai négligé mes propres besoins, et donc fait des efforts pour te faire plaisir et éviter les moments où j'aurais pu te contrarier, je vais être frustré dès que tu ne correspondras pas à ce que j'attends. Et c'est beaucoup plus simple alors de blâmer la personne pour qui on se dévoue que de se dire qu'on n'a peut-être pas été en mesure d'être authentique dans les moments où on aurait pu mettre des limites, que de faire certaines choses sous la contrainte. Mais nos sacrifices sont faits par choix, pas par obligation. Et vous remarquerez qu'un bon indicateur des personnes qui font plaisir aux autres et qui ne savent pas dire non portent en elles du ressentiment parce qu'elles pensent faire leur part sous la contrainte et sans obtenir ce qu'elles souhaitent. À travers ces deux attentes, au final, on a soumis notre autonomie émotionnelle à l'obtention de quelque chose d'externe. Et on confond des petits moments de plaisir où seul notre objectif serait de se sentir bien, plutôt que d'être bien. Et être véritablement épanoui, où on accepte l'autre tel qu'il est, qu'il y ait un respect mutuel, un soutien pour les aspirations de chacun, des marques d'affection qui ne seraient pas forcées. Donc, je peux soit choisir d'être heureux et reconnaissant pour ce que j'ai, soit essayer de transformer ce dont j'ai envie en un besoin et finir par en manquer et ne pas être satisfait. Et un bon indicateur que vous n'avez peut-être pas encore su ménager vos attentes serait de penser que tous les problèmes que vous avez eus dans vos rapports passés étaient de la faute des autres. Et vous pourrez facilement vous en apercevoir si vous vous inscrivez dans une logique de blâme et de victimisation. Donc, un des piliers d'une relation saine qui permet d'entretenir des rapports plus épanouissants, quelle que soit la nature de la relation, c'est la communication. Et on pourrait se demander, quel est le but d'une conversation ? C'est je veux qu'on ait un échange constructif et honnête pour qu'on arrive tous les deux à un meilleur niveau de compréhension qui nous permettrait d'échanger des informations, de lisser nos désagréments et faire émerger la vérité de nos différentes perceptions. Et si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas ce qu'on veut, on peut se demander alors, qu'est-ce qu'on cherche au final ? À diminuer et critiquer la personne à qui on parle ? À se venger de quelque chose ? À véhiculer son ressentiment ? Une conversation saine avec quelqu'un implique le respect de deux choses. Qu'on sera capable de l'écouter avec l'intention de le comprendre. Et, deuxièmement, de communiquer sans vouloir s'en prendre à la personne. Et c'est tellement facile de s'en écarter que je pense qu'il est utile de parler de ce qui nous empêche de communiquer convenablement. Donc, pour que je te comprenne, il faut que je t'écoute. Mais vous avez dû remarquer que, et si ce n'est pas encore le cas, peut-être que vous y prêterez attention après avoir écouté ce podcast, on a une tendance à faire plus attention aux idées qui nous traversent l'esprit quand quelqu'un nous parle, plutôt que de faire attention à ce que la personne est en train de nous dire. Pour plusieurs raisons d'ailleurs. Peut-être que j'ai du ressentiment pour toi,
Et ce que tu me dis ne m'intéresse plus ou m'irrite. Peut-être qu'il y a un mot dans ce que tu as dit auquel je me suis trop identifié parce que ça provoque une réaction en moi qui montre tout simplement que je manque de résilience émotionnelle. Parce que si on vous dit quelque chose qui vous met en colère, vous rend triste, vous stresse, alors demandez-vous qui a vraiment le contrôle sur ce qui se passe en vous. Mais le plus courant dans ce qui vous empêche vraiment d'écouter quelqu'un, c'est je t'écoute pour te répondre et pas pour te comprendre. Et la démarche que j'adopte, c'est on va avoir un échange. Je vais te dire pourquoi j'ai raison et je ne serai satisfait que si tu es d'accord avec moi. Et si tu es dans la même optique, alors ce qu'on aura, ça ne sera plus une conversation, mais une dispute. Et si on n'est pas disposé à changer, alors nos disputes deviendront cycliques et on finira par rentrer dans un cercle vicieux dans lequel on ne s'écoute plus. Un moyen de s'extraire de cette logique et d'apprendre à mieux écouter quelqu'un, c'est d'instaurer une règle qui peut paraître simple et qui voudrait que je vais te poser des questions ouvertes pour mieux comprendre ce que tu essayes de me dire et te permettre de t'exprimer pleinement. Deuxièmement, je vais restituer ce que tu me dis et je ne pourrai donner mon point de vue que lorsque tu seras d'accord avec ce que j'ai résumé au sujet de tes idées et de tes émotions. Et notre problème actuel, c'est qu'on a diabolisé le conflit parce qu'on ne sait plus se parler. Parce qu'on peut très bien être en désaccord et ne pas partager les mêmes idées que quelqu'un, mais sans être désagréable et sans prendre à la personne parce qu'elle ne croit pas la même chose que nous, par exemple. Parce que quand on se met en colère, le message qu'on véhicule, c'est la qualité de notre relation et de notre communication compte moins que ce que je ressens. Et si dans votre entourage, vous êtes avec quelqu'un où vous vous reteniez de dire ce que vous pensez parce que vous avez peur de provoquer certaines réactions, alors il serait peut-être temps de vous demander comment vous percevez la personne et si vous vous sentez suffisamment en sécurité pour avoir un échange honnête. Mais alors, comment conceptualiser le conflit pour qu'il soit constructif? Parce que si tu es d'accord avec tout ce que je dis, alors je ne saurais rien de plus que ce que je pensais déjà avant qu'on se parle. Mais je vais partir du principe que tu as peut-être quelque chose à m'apporter parce que je ne sais certainement pas tout. Et si on rentre dans une discussion argumentée, dans laquelle je veux vraiment faire émerger la vérité, où je suis prêt à faire preuve d'humilité pour reconnaître ma part de responsabilité dans l'orientation compris nos rapports, si j'apprends à t'écouter sans me braquer pour véritablement qu'on sorte tous les deux grandis de notre échange, avec plus de respect et une connaissance plus grande de nos façons d'être et de comment on peut les concilier, alors peut-être que je découvrirai même certaines choses à mon sujet qui pourraient me rendre meilleur et qui amélioreront significativement nos rapports. Le conflit est bénéfique. John Gottman, un chercheur et clinicien en psychologie qui a effectué un travail de 40 ans sur la prédiction du divorce, a indiqué que la stabilité d'un couple était optimisée lorsque, pour une interaction négative, il y en a au moins 5 de positives. Mais attention, si vous êtes dans les extrêmes et que vous êtes avec quelqu'un qui ne vous contrarie pas du tout, alors soit cette personne s'est complètement subordonnée à vous, soit vous ne la connaissez pas et ne savez pas quel intérêt elle a à vous faire plaisir tout le temps. Et cette relation ne vous apportera pas grand-chose en termes d'évolution personnelle. Et donc, pour lisser notre façon d'échanger, au-delà de l'écoute active et empathique que j'ai évoquée plus tôt, il y a certains comportements qu'on saurait éviter dans notre façon de communiquer nos idées, si on veut assurer une pérennité dans nos rapports. La première étant, je ne vais pas te tenir responsable de ce que je ressens. Ce que je ressens est de ma responsabilité, et mes émotions négatives résultent d'une déviation entre mes attentes et ton comportement. Et plutôt que de te reprocher ce que tu ne fais pas pour moi, te dire que tu n'es pas assez pour moi, peut-être que je pourrais apprendre à communiquer ce que j'aimerais obtenir et révéler au passage certaines de mes vulnérabilités, mais sans pour autant t'y contraindre et te faire culpabiliser pour y parvenir. Ce que je peux éviter aussi, c'est de donner des ordres qui peuvent parfois prendre la forme de tu devrais faire ceci ou tu ne devrais pas faire cela. Un autre no-go serait bien évidemment de ne pas menacer la personne à qui vous parlez et surtout pas de tenir votre relation en otage. Ensuite, on a bien sûr ne pas faire la morale parce que je pense que j'ai raison et je vais me mettre sur un piédestal intellectuel où je vais te donner une leçon. Ce qu'on doit éviter également, c'est critiquer, juger, émettre des hypothèses sur la personne pour mieux lui attribuer des étiquettes, parce que c'est dans des moments comme ça qu'on finit par utiliser des arguments ad hominem pour s'en prendre à la personne et qu'on s'écarte complètement d'un dialogue constructif. Après, ce qu'on pourrait éviter, c'est de diminuer aussi ou de dénigrer la personne. Parfois, ça peut sembler anodin, mais c'est assez sournois. Si vous faites part, par exemple, d'une mauvaise nouvelle à quelqu'un, et que sa première réaction, c'est de mettre en avant quelque chose qu'il a vécu qui serait au moins pire que ce que vous avez connu, ou que cette personne vous dit «Ah, mais c'est de l'histoire ancienne et c'est dans le passé», par exemple, alors
cette personne n'est pas vraiment intéressée par ce que vous avez pu ou pouvez encore ressentir, ou penser ou au sujet de ce que vous avez traversé. Enfin, certaines personnes qui veulent fuir le dialogue, même lorsque vous avez construit un argumentaire factuel, vont se détourner complètement de ce que vous pouvez avancer pour mettre en œuvre les méthodes que j'ai pu citer et essayer de vous diminuer parce qu'ils sentent que leur estime personnelle est attaquée et peuvent adopter une posture qui sera un petit peu plus passive-agressive. Donc, une communication saine est vraiment salutaire pour, par exemple, mettre des limites. On peut penser, je veux bien que tu sois en désaccord avec moi, mais je ne suis pas d'accord pour que tu essayes à tout prix d'imposer ton point de vue, ou que tu élèves la voix pour le faire. Au final, une communication saine permet d'éviter une dynamique que certains qualifieraient de toxique dans nos rapports. Le premier exemple étant des disputes cycliques qu'on peut avoir en recyclant les mêmes arguments sans vraiment prendre le temps de repenser ses idées pour mieux les formuler ou écouter ce que l'autre a à dire. Mais j'espère qu'après ce podcast, vous saurez éviter cette approche. Une des dynamiques la plus courantes et qui se base sur cette logique cyclique est celle qu'on appelle le push and pull. Mais attention, ce n'est pas le suis-moi, je te fuis et je te réponds 3 heures après tes messages pour me faire désirer. Non, c'est vraiment une dynamique qui met en évidence les peurs qu'on a internalisées et des styles d'attachement différents tout simplement. Et ça se produit comme ça. Une des deux parties souhaite plus de proximité et d'intimité pour se sentir un peu rassurée, parce qu'il a pu arriver qu'elle se soit sentie délaissée dans un moment de besoin. L'autre partie ne répond pas à ces demandes. Et la première personne finit par se sentir un peu seule, un peu frustrée, et devient plus critique. La deuxième personne sent qu'on lui met la pression, elle se sent diminuée et pas acceptée, et en retour veut plus de liberté et se distancie encore plus. Ce schéma est vraiment très courant et peut vraiment nuire à deux personnes qui souhaitent malgré tout maintenir leur connexion. Et il est uniquement symptomatique de certaines peurs. Pour la personne souhaitant plus de proximité, elle a peur du rejet, de ne pas être aimée, de ne pas être valorisée. Et pour l'autre partie, c'est la peur d'être contrôlée, de ne pas être acceptée ou respectée. Retrouver une certaine proximité dans ces circonstances demande de sortir du cycle de la critique mutuelle, en mettant en place ses vulnérabilités, ses besoins individuels d'intimité ou d'indépendance, et de trouver un compromis qui satisferait les deux parties. Une autre forme de dynamique qui pourrait vraiment vous porter préjudice, et que j'ai pu voir dans le cadre des séances que je donne, que ce soit tant dans un cadre pro ou perso, c'est, si vous êtes un people pleaser, que vous avez externalisé votre estime personnelle et votre amour-propre, et que dans vos relations, vous vous inscrivez dans une logique de codépendance où vous allez négliger et compromettre ce que vous êtes pour obtenir l'appréciation de l'autre parce que ça vous fait du bien. Si cette personne a des tendances narcissiques, alors il arrivera un moment où elle finira par vous rabaisser, vous tenir responsable de son inconfort, vous rappeler que vous n'êtes pas assez. Donc, si vous êtes dans une situation où vous vous sentez coupable et contraint de faire certaines choses qui vous ont éloigné de ce que vous étiez auparavant, que vous devez subvenir à tous les besoins formulés par la personne avec qui vous traitez, que potentiellement vous vous êtes éloigné de vos amis ou de votre famille, que vous avez peur de communiquer ce que vous pensez parce que vous craignez sa réaction et que vous ne savez pas définir des limites claires pour les comportements qui sont acceptables, que vous restez parce que vous espérez malgré tout que vous gagnerez quand même une appréciation que vous trouverez rédemptrice peut-être, et qu'elle arrive uniquement de façon cyclique après que vous ayez été dévalorisé pendant un certain temps, alors je vous souhaite vraiment, mais alors vraiment de vous émanciper d'une relation comme celle-là, parce qu'elle vampirisera votre énergie et votre joie de vivre. On arrive au terme de ce premier épisode, que je veux clôturer en vous disant que nos relations peuvent être vraiment belles, qu'elles peuvent nous en apprendre sur nos schémas de pensée qui ne nous servent pas, qu'on a la capacité de créer individuellement notre bonheur pour être mieux engagé avec les personnes avec qui on interagit et mieux les accepter. On est la somme de ce qu'on a connu par le passé et de ce qu'on en a compris. Et un petit coup du destin aurait pu faire qu'on se retrouve à la place des personnes qu'on méprise actuellement. Mais on a tous en nous la capacité d'être plus tolérants de ce qui nous est différent, plus conciliants pour que, collectivement, on puisse aspirer à de meilleures relations. J'espère que cet épisode vous a plu, et si vous êtes actuellement dans une configuration qui ne vous correspond pas, sachez que j'offre des séances de coaching, dont une séance découverte offerte. N'hésitez pas à m'écrire soit via Instagram, soit via mon site internet www.sealifecoach.com. Je vous dis à très vite.